Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Ce soir, on s'intéresse à un thème de santé publique, à un trouble du développement qui fait beaucoup parler de lui ces dernières années. En l'occurrence, le spectre du trouble autistique ou l'autisme tout simplement. En Algérie, on compte à peu près un enfant sur 100 qui serait touché par ce handicap. Il n'y a pas un autisme, mais des autismes, car si certains sont violents et n'arrivent pas à communiquer avec les autres, d'autres parviennent à écrire et à lire, sans compter les autistes hyper intelligents. Et nous avons tous en mémoire l'histoire de Rain Man, rappelez-vous le film. Comment reconnaître un enfant autiste? À quoi ressemble le quotidien de ses parents? Quel est le regard que porte notre société justement sur ces enfants différents? On abordera également le diagnostic et la prise en charge dans cette émission. Pour en parler justement, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Baïdi Smahdi Katia, pédopsychiatre à l'hôpital psychiatrique de Cheraga, le HS Mahfoud Bouspsy. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai le plaisir également de recevoir deux parents d'enfants autistes qui viennent donc briser le tabou, qui viennent libérer la parole et un peu raconter leur parcours du combattant. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. Monsieur Bliassine Belkacem, vous êtes papa de deux enfants avec autisme, Fatah 9 ans, et Ma'ammar 7 ans, que nous saluons au passage. Bonsoir. D'accord, bonsoir. Merci d'avoir accepté. Pour votre invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai le plaisir également de recevoir Madame Mariam Hamitou. Vous êtes maman d'un garçon âgé de 4 ans, Walid, qu'on salue au passage. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je commence avec vous, messieurs, dames, parce que votre parcours est aujourd'hui un peu la ligne rouge de cette émission. Dites-nous un peu, Monsieur Belkacem, comment vous avez remarqué que votre enfant n'évoluait pas normalement? À quel moment vous vous êtes inquiété et vous êtes parti consulter? C'était à peu près à l'âge de 3 ans, 3 ans et demi. Bon, c'était l'absence du langage. Nous, on s'est focalisé beaucoup plus sur le langage. Pourquoi notre enfant ne parlait pas? Pourquoi il ne dit rien? Pourquoi? C'était à l'âge de 3 ans, 3 ans et demi. Donc, on a su qu'il y a un retard de langage. Bon, la première des choses, puisqu'on est des Algériens, on a nos us, on a nos traditions, on est parti sur d'autres... Bon, on n'est pas allé directement chez le pédopsychiatre ou à l'hôpital, on est parti vers... je m'excuse. Madame, on va revenir à vous. Madame Mariam Hamitou, oui. Vous êtes maman, je le disais à l'instant, aussi d'un enfant atteint du trouble autistique. Exactement. Qui a aujourd'hui 4 ans. Oui. À quel moment vous vous êtes inquiété également? Pareil que lui, bon, nous, on a remarqué que notre enfant était différent. De un, parce que j'ai déjà un... Dès la petite enfance ou à quel âge exactement? Non, pas dès la petite enfance, parce que moi, j'ai trouvé qu'il avait un comportement vraiment très normal pour un bébé, pour tout. C'est à peu près quand il a commencé à marcher, qu'on a remarqué... Normalement, oui. Marcher normalement. C'est là qu'on a constaté qu'il marchait sur la pointe des pieds, enfin qu'il développait des traits autistiques qu'on n'a pas remarqué au départ et qu'on ne savait pas ce que c'était. L'interactivité peut-être aussi. Est-ce que c'était un enfant qui arrivait à communiquer avec vous, qui vous regardait dans les yeux? Pas du tout, pas du tout. Donc c'était l'absence de langage et avec trouble de comportement, c'est-à-dire il avait des mouvements répétitifs, il se bouchait les oreilles aussi. Et nous, au départ, on trouvait ça mignon parce qu'on ne connaissait pas du tout. C'était un domaine vraiment très nouveau pour nous. Et justement, c'est là qu'on a décidé, de l'emmener consulter, d'abord chez le pédopsychiatre. Oui. Voilà. On va y revenir. Monsieur Belkacem, vous étiez un peu ému. Oui. Dites-nous un peu, aujourd'hui, vos enfants ont 9 ans et 7 ans respectivement. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils évoluent normalement? Non, maintenant, ils sont sans prise en charge depuis l'année 2018 à cause d'une opération de déportation dont j'ai été victime de l'ouest d'Alger vers l'est d'Alger. Ils étaient à l'EHS de Cheraga, c'est ça? Ils étaient à l'EHS de Cheraga. Ils m'ont beaucoup éloigné, beaucoup éloigné du centre là où c'est à Berraqi. Voilà. D'accord. Donc votre déménagement vous a un peu porté préjudice? Il m'a porté beaucoup de préjudice, même sur le plan professionnel. Oui. Non seulement sur la prise en charge des enfants, et même sur le plan professionnel. Oui. Docteur Baïdi, vous êtes pédopsychiatre. On a vu un peu avec les parents quels étaient les signes qui les ont alertés. Peut-être devrions-nous un peu expliquer aux gens qui nous regardent quels sont les symptômes du trouble autistique? Est-ce qu'on connaît aujourd'hui les symptômes?
Oui, on connaît les symptômes. De cette maladie. D'ailleurs, je commencerai déjà par peut-être un peu définir ce qu'est l'autisme, pour que les gens comprennent un peu ce que c'est. Brièvement, Brièvement, oui. Voilà. Donc, c'est un trouble neurodéveloppemental qui porte sur... on ne parle plus de maladie, aujourd'hui on parle de trouble. de trouble, voilà, qui associe d'une part un déficit de la communication et des interactions sociales, et d'autre part un caractère restreint et répétitif de comportement, d'activité ou d'intérêt. Pour les signes, donc on a, avant 18 mois, on a des signes, comme on dit, avant-coureurs, des signes d'alerte. Dès le jeune âge, avant 18 mois déjà, les parents peuvent constater un manque de babillage de l'enfant, un enfant très calme, peut-être, c'est ça? Ça dépend. Comme vous avez dit, il y a beaucoup d'autisme, donc c'est surtout, on va dire, les signes communs que pourraient avoir un peu toutes ces formes d'autisme. Oui. C'est surtout à l'absence de babillage, ça je parle avant 18 mois, donc c'est l'absence de babillage, l'absence de regard, un regard qui n'est pas partagé, pas de sourire, tout ce qui est interaction, que ce soit avec la maman, le papa, la fratrie, l'entourage. Voilà. Et après 18 mois, il y a des signes qui commencent à s'installer où on voit un trouble de la communication, un retard de langage, un retard dans les acquisitions psychomotriques. Pardon. Et voilà, donc les parents s'inquiètent et il faut vraiment porter je dirais que ce soit les professionnels de la santé qui sont en première ligne, de surtout d'abord s'inquiéter quand les parents s'inquiètent. Oui, c'est ce qui est important. Absolument. Oui, voilà. Parce qu'ils commencent les parents ressentent la différence. Même s'ils ne savent pas exactement ce qui se passe, mais ils ressentent la différence. Donc si on doit retenir, c'est un trouble de communication et d'interaction, et aussi ce caractère aussi de répéter le même jeu ou la même chose à longueur de journée. Le comportement, voilà, un intérêt restreint pour un certain objet. D'ailleurs, l'objet, il n'est pas utilisé dans ses trucs habituels, mais il va le dévier pour jouer avec autrement. Oui. Voilà. Je vais vous inviter justement à regarder un reportage, peut-être pour voir de plus près à quoi ressemble justement le trouble autistique. Voyez ce reportage qui revient justement sur ce trouble. C'est un reportage signé Falida Ben Meslim. La compréhension de l'autisme a considérablement évolué d'une pathologie considérée sévère et unique vers un regroupement de troubles, le trouble du spectre de l'autisme. Désormais, l'autisme n'est plus une maladie mentale, mais une déficience. L'autisme, d'abord, ce n'est pas une maladie. L'autisme, c'est un trouble. C'est un trouble du comportement et de l'intégration de l'enfant dans la société, que ce soit dans la famille ou bien dans la société. C'est-à-dire, l'enfant, il est différent, il n'est pas malade. Cette différence, elle est observée chez l'enfant dès son premier âge. Caractérisé par des difficultés de l'apprentissage social et de la communication, c'est-à-dire l'interaction sociale avec des comportements stéréotypés et persévératifs. C'est en majorité ce dont souffrent les enfants dits autistes. Avant, on pensait que l'autisme ne peut apparaître que chez les enfants à partir de 3 ans. Et finalement, avec le temps et avec l'augmentation du nombre observé et déclaré des autistes, des enfants autistes, et donc on peut observer certaines anomalies dans le comportement de l'enfant à partir même de 6 mois. C'est-à-dire cet enfant, même les parents, ils vous disent, voilà, cet enfant, il était différent des autres enfants, de ses frères et sœurs, il rigole pas, il suit pas le regard vraiment, il sait pas jouer. Donc voilà, cet enfant pleure beaucoup, il ne sait pas montrer son besoin. Même à 6 mois, on peut montrer son besoin. Cet enfant, il est tout le temps agité, il ne suit pas le regard, et il ne rigole pas avec ses frères et sœurs. Il est indifférent à l'absence et à la présence de ses parents, par exemple. Chose qui est très importante chez l'enfant. Souvent détecté par les parents dès la petite enfance et diagnostiqué vers l'âge de 3 ans en fonction de la présence ou pas de troubles associés. À la naissance, tout s'est passé normalement, mais on passait des nuits très calmes par rapport à la présence d'un bébé à la maison. Comme son grand-père était médecin, un vieux médecin, il a remarqué, il m'a dit « Tu ne trouves pas que la fille est trop calme ? Pour un bébé,
Elle ne pleure pas. On lui faisait ses biberons, nous, normalement. Elle ne demandait pas? Non, il n'y avait pas la demande par le pleur, ni quand elle était mouillée. On faisait tout de nous-mêmes. 13-14 mois, elle commençait à se déconnecter. Alors c'était une fille qui courait toujours. Elle courait toujours à la maison et elle ne voyait même pas, on dirait qu'on n'était même pas présent. D'ailleurs, moi je pleurais, je disais, est-ce qu'elle sait qu'on est ses parents? Est-ce qu'elle nous remarque? Est-ce qu'elle nous voit? Non. Et puis on claquait des mains, on tapait du pied, elle ne sursautait même pas. Elle est très bien orientée dans cette crèche et très bien prise en charge. Elle a trouvé de l'amour, beaucoup d'amour. Elle est prise en charge par le psychologue qui lui donne des séances de psychologie, qui la comprend, qui comprend son état, qui essaie de la diriger un peu. La psychomotricité également, elle lui fait travailler ses mains, même sa tête. C'était une fille qui tournait un peu la tête, qui n'était pas très attentive. Maintenant, elle est très attentive. La première fois, on fait une évaluation diagnostique. C'est-à-dire, il est là l'enfant avec ses parents, on fait une anamnèse des parents pour connaître un petit peu le déroulement de la grossesse. Et puis, selon l'âge, on fait interroger les parents sur l'évolution de l'enfant, que ce soit surtout psychomotrice. La psychomotricité et la psychologie et aussi tout ce qui est, par exemple, le développement psychomoteur. Les enfants atteints d'autisme semblent pas accessibles et établissent difficilement le contact nécessaire à la construction d'une relation interpersonnelle, en particulier le contact visuel. Souvent isolés dans leur monde intérieur et malgré la diversité des troubles et la capacité d'insertion sociale très variable de ces personnes, l'autisme est considéré comme un handicap qui nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. On établit un programme qui est individualisé. Et il est répété, c'est-à-dire ce tableau et tout, et ce programme consiste en des séances individuelles, c'est-à-dire l'orthophonie, la psychomotricité, mais aussi c'est des séances de groupe, c'est-à-dire il y a les activités comme vous avez vu, il y a l'activité sportive, il y a l'activité psychomotricienne, mais dans un groupe. Le développement de l'enfant est régulièrement évalué pour ajuster sa prise en charge. Il reçoit les soins psychoéducatifs basés sur le jeu pour l'aider à améliorer ses compétences cognitives, sensorielles et motrices et adapter son comportement pour pouvoir acquérir de l'autonomie. Notre activité, c'est de corriger l'enfant, c'est-à-dire de corriger son langage, s'il a un problème de langage, de corriger sa motricité. Il y a des enfants qui ne savent pas parler, qui ne savent pas prendre un stylo, c'est l'autonomie aussi, par exemple. Il ne sait pas manger seul. Il ne peut pas manger seul, il ne peut pas aller aux toilettes. Il y a des enfants qui sont âgés, qui portent toujours de la couche. Donc voilà. Donc ça, c'est de corriger déjà les troubles qui sont apparents, mais aussi de corriger le comportemental. J'appelle tout le monde qui a des crèches. Essayez, essayez, ne rejetez pas ces enfants, essayez de les aider, accueillez-les. Pourquoi être rejeté de toute la société? Inclure les enfants autistes dans la société, intervenir de manière adaptée dans leur prise en charge et donner aux professionnels les moyens d'agir sont les clés pour ouvrir à nos autistes la porte qui mène vers nous. On a vu un reportage complet, très émouvant, avec justement des témoignages de parents qui dénoncent un peu le rejet de la société de ces personnes différentes. Aujourd'hui, on a le plaisir donc de recevoir deux parents qui viennent justement parler de leur parcours. Mais avant de revenir à vous, j'aimerais vous poser une question, Dr Baïdi. On a vu aussi dans le reportage, on a parlé du diagnostic. Est-ce qu'aujourd'hui encore, en Algérie, il est difficile de diagnostiquer les enfants autistes? Oui. Est-ce qu'on a une moyenne d'âge aussi du diagnostic? Alors, les parents, en général, viennent vers l'âge de 4 ans. Généralement, ils laissent un peu le temps parce qu'ils disent, voilà, ils sont généralement... Ils temporisent ou alors ils sont dans le déni?
Il y en a qui sont dès le déni, il y en a qui temporisent. C'est surtout le trouble du langage qui est imposant. Du coup, ils disent il est un peu blanc, ça va venir, voilà. Et du coup, ils viennent vers 3, 4, jusqu'à 5 ans même. Oui. Donc pour les diagnostics, donc oui, on a une évaluation à notre niveau, une unité d'évaluation diagnostique où on reçoit les parents, comme ça a été expliqué dans le reportage, où on voit l'enfant avec ses parents, on l'analyse. Le diagnostic est posé par une équipe ou par le pédopsychiatre? Voilà, une équipe multidisciplinaire. Voilà. Qui est composée de pédopsychiatres, de psychomotriciens, d'orthophonistes, de psychologues, d'ergothérapeutes. Oui. On va voir un spot publicitaire du sponsor de l'émission et on revient. Santé Mag vous est présenté par Saïdal. رائد في صناعة الأدوية الجميسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. صيدال، مؤسسة في أوج النمو. Alors, on disait à l'instant que le diagnostic d'un enfant autiste est posé par une équipe multidisciplinaire. À quel point il est important dans cette maladie de faire un diagnostic précoce? Les enfants de Madame Hamitou et de Monsieur Belkacem ont été diagnostiqués à l'âge de 3 ans à peu près. Est-ce que ça reste tôt ou tardif, finalement, 3 ans? Ce n'est ni tardif ni tôt. Tôt serait parce qu'on peut porter maintenant le diagnostic à l'âge de 18 mois, 2 ans, on porte le diagnostic de trouble du spectre autistique. Et l'importance de poser un diagnostic précocement, c'est l'évolution et la prise en charge qui sera, plus la prise en charge est précoce, plus on amènera l'enfant à être autonome. Plus de chance. Voilà, on aura plus de marge de manœuvre pour travailler son autonomie et qu'il intègre une scolarité normale, c'est ça le but. Voilà, c'est ça le but. Alors, on parle toujours de diagnostic. Quelle a été votre première réaction quand on vous a dit que votre fils était autiste, tout simplement? Pour moi, vous attendiez un peu? Oui, je m'y attendais et c'était vraiment une douche froide. Je n'arrivais pas à l'accepter, j'avais très peur. Déjà parce qu'on idéalise nos enfants, on a des rêves de grandeur pour eux. Donc quand on vous dit voilà votre enfant est autiste, donc on minimise un peu. On imagine beaucoup de choses. Voilà, on se dit pourvu qu'il sache parler, qu'il soit justement autonome et pour l'instant, ce sera vraiment suffisant pour moi. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, il parle, votre fils? Non, pas encore, mais alhamdoulilah, il a fait beaucoup de progrès, justement parce que j'ai enfin pu trouver la bonne prise en charge pour lui. Oui, parce que les parents sont souvent désorientés dans cette maladie également. Voilà. Monsieur Belkacem, pour vous aussi, j'imagine que ça a été un coup de massue parce que vous avez non seulement un enfant autiste, mais un deuxième aussi. Donc j'imagine que pour le diagnostic du deuxième, ça a été très difficile aussi pour vous. Ça a été un coup, vraiment un coup dans la tête. Tout a été bouleversé pour moi. Je ne savais pas ce que c'est que cet autisme, c'est quoi, c'est une maladie, c'est ça. Et puis j'ai été très affecté par pourquoi. On dit toujours pourquoi moi, pourquoi les deux. Donc c'est ça qui m'a fait vraiment très affecté sur le plan moral. Mais toujours est-il qu'on est des musulmans, on a un peu de la foi, il faut accepter, par le temps on a accepté idem pour la maman. Oui. Madame Hamitou, vous avez beaucoup souffert du regard de la société. Ça aussi, c'est un point que vous teniez à aborder aujourd'hui. Exactement. Donc, on vit dans un monde où on n'accepte pas encore les différences, où l'enfant qui n'agit pas normal, pareil que les autres enfants, est toujours montré du doigt. Et normalement, les mentalités doivent un petit peu changer, justement parce que s'il n'y avait pas toute cette comment dirais-je,
Rejet. Tout ce rejet, on pourra mieux les gérer. On pourra mieux gérer nos enfants par rapport à ça, justement. Oui. Monsieur Belkacem, vos enfants sont pris en charge aujourd'hui? Non, ils sont pas pris en charge à cause de on avait dit tout à l'heure de l'opération de délogement que j'ai été victime. Donc j'ai été éloigné, trop éloigné par rapport au centre où mes enfants suivaient leur thérapie. Malgré que j'ai déjà insisté, j'ai déjà anticipé, et j'ai fait des alertes aux responsables, j'ai fait des écrits de ne pas m'éloigner de mon lieu du centre là où mes enfants suivent leur thérapie, mais personne ne m'a entendu. J'ai été incompris et même marginalisé. Madame Hamitou, pour vous, parlez-nous un peu de la prise en charge de votre enfant. Comment ça s'est passé? Souvent, dans cette maladie, les parents sont désorientés, ils ne savent pas quelle porte frapper. Dites-nous un peu comment ça s'est passé pour vous. Pour moi, justement, c'est le monde inconnu. Donc, moi, je me suis rabattue sur les réseaux sociaux. Je demandais où est-ce qu'on pourrait trouver le bon... Vous l'avez scolarisé à quel âge? Il n'est pas encore scolarisé, il a 4 ans. Enfin, vous l'avez mis dans un centre spécialisé à partir de quel âge? Oui, ça fait pas très longtemps que j'ai trouvé ce centre. On va dire une année. Oui. Mais avant, c'était... C'est une crèche dans laquelle on trouve des classes spécialisées. Oui, exactement. Des classes spéciales où ils sont pris en charge par des orthophonistes et justement des pédopsychiatres. Mais avant, j'ai fait l'erreur de l'intégrer dans une crèche normale. Je trouve que c'était la plus grosse erreur, que tout le monde... vous êtes d'accord avec moi? Donc non. Quand on a un enfant autiste, il ne faut pas lui demander plus qu'il n'en faut. Donc, il ne faut pas avoir honte à dire « mon fils est dans une classe spéciale » parce que le mettre avec les enfants normaux ne sera bénéfique ni pour lui, ni pour les autres. Voilà. Docteur Baïdi, vous êtes d'accord avec moi quand je dis que la prise en charge de ces enfants en Algérie reste quand même très, on va dire, il y a très peu de centres, donc il y a presque pas de prise en charge. Quand on dit qu'il y a 4 centres publics au niveau national, ça reste très peu. J'imagine qu'il y a beaucoup de familles aussi qui sont sur des listes d'attente. Oui. Mais concrètement, quand des parents viennent vers vous, en quoi consiste la prise en charge? Oui, déjà, comme elle a dit Madame Malim, donc les enfants les parents, sont, quand on leur annonce le diagnostic, ils sont vraiment désorientés, ils savent pas où aller. Et il y en a même qui savent pas que la spécialité existe, que des centres existent, comme les centres publics, l'établissement public Mahfouz Bouhoussebsi existe. Il y a Cheraga, il y a Blida dans les environs d'Alger, et il y a aussi un centre à Oran et à Constantine. Exactement. Voilà, donc ils viennent vers nous. Alors c'est le pédopsychiatre qui le reçoit. C'est lui qui entame la consultation, qui fait les orientations, éliminer toute éventuelle organicité, orienter vers un psychologue, un psychomotricien, enfin vers toute l'équipe, selon le besoin que constate le pédopsychiatre pour l'enfant. Oui. Et de là, si le diagnostic qui se fait sur plusieurs consultations est éliminé, l'enfant, des fois, il est porté sur autre chose, sur une autre pathologie. Si c'est un cas d'autisme qui est diagnostiqué, il y a un autre niveau. À un autre niveau, il y a une unité d'hôpital du jour qui, malheureusement, a une capacité que de 30 enfants. On essaye, il y a une liste d'attente, mais quand c'est possible, on essaye de les intégrer et ils bénéficient aussi d'une prise en charge multidisciplinaire à notre niveau. Oui, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission parce que c'est, le temps nous est compté malheureusement, le temps de l'émission est très court. J'ai envie de savoir très brièvement, quel a été le plus difficile dans votre parcours finalement? Est-ce que c'est le fait d'avoir un enfant autiste? Est-ce que c'est le stress quotidien? Parce que j'imagine que le quotidien des parents est très difficile avec un enfant atteint d'autisme. Ou alors en finalité, c'est aussi le regard que porte la société? Pour moi, c'est l'avenir. Parce qu'on peut affronter le regard des gens, on peut accepter parfaitement l'état de l'enfant, mais l'avenir, on est toujours dans l'inconnu.
et c'est ça qui me fait vraiment peur. C'est-à-dire quel genre d'adulte il va devenir? Exactement. Est-ce qu'il pourra évoluer normalement? Est-ce qu'il sera toujours montré du doigt? Est-ce qu'il sera toujours exclu de tout? Eh ben, oui. Voilà. Monsieur Belkacem, un dernier mot aussi, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Quel a été le plus difficile pour vous ou à un moment donné, quel est le soutien que vous auriez voulu avoir dans votre parcours de parent? Bon, c'est le soutien de l'État, parce que quand j'étais là où j'habitais, il y avait le centre, il n'était pas loin. Mais l'État, normalement... bon, pardon, je suis perdu. Oui. Abdel, la question. Alors, quel est le soutien que vous auriez voulu avoir de votre parcours de parent? C'est-à-dire, je n'ai pas compris. À un moment donné, dans votre parcours de parent, qu'est-ce que vous auriez souhaité avoir? Une aide ou une prise en charge meilleure peut-être? Ah d'accord, c'est de trouver des places d'abord pour mes enfants, et aussi ce qui me stresse beaucoup plus, c'est le devenir de ces enfants-là. Maintenant, on est là, on est à côté d'eux, on les soutient, mais le devenir, c'est l'avenir qui nous fait très très peur. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci, docteur, d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous invite à nous suivre sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Au revoir.